Bienvenue au Polysécure, épisode pour les PME. Je suis accompagné de Rémi. Est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde. Du coup, Rémi Douville, chef de projet en cybersécurité chez Neotrust. Aujourd'hui, on va parler du sujet des PME et de la cybersécurité et pourquoi elles sont concernées. On peut directement partir sur le sujet légal, tout simplement. Aujourd'hui, de nombreuses lois sont votées de nos jours, notamment la toute dernière, la loi 25, sur la donnée personnelle, mais pas que. Donc, effectivement, c'est un aspect important de la vie des PME aujourd'hui. Il y a beaucoup de procédures et de politiques à mettre en place. Ça peut prendre un certain temps, ça peut prendre une certaine énergie, tout simplement, à pouvoir regarder tout. Mais ce qui permet tout simplement de donner aussi une vision réelle aux PME sur toutes les données qu'elles ont, sur l'importance de ces données et du coup l'importance qu'elles ont au sein de la communauté. Tout à fait. Puis cet aspect-là, et du moins pour le Québec, au moment où on enregistre, c'est important. C'est très structurant pour les PME puisque plusieurs n'étaient littéralement pas conscientes de ces éléments-là qui étaient importants à tenir en compte en cyber. En Europe, eux autres ont le RGPD déjà depuis plusieurs années. Fait qu'ils ont déjà commencé à vivre les effets que ça avait. Donc, cette maturité, cette structuration-là est plus en place. Pas parfaite, mais ça l'avance. Donc, oui, le fait que qu'il y ait une structuration qui soit portée par l'aspect légal, c'est une chose, dont la loi 25. Il y en a d'autres, tout dépendant des industries dans lesquelles les compagnies opèrent. Mais cela va beaucoup plus grand au niveau de la cyber que seulement la loi 25, par exemple, de son point de vue structurant, puisqu'il y a quand même beaucoup de facettes que la cyber peut être un risque à l'entreprise ou causer des préjudices à l'entreprise. Oui, totalement. Sur tous ces sujets-là, on pourrait rajouter de toute façon les propriétés intellectuelles. Aujourd'hui, les PME, elles en ont toutes une partie, elles ont forcément toutes des idées innovatrices et puis de plus en plus avancées avec le temps. Mais tout ça, en fait, il va falloir les sécuriser. Donc aujourd'hui, on a les brevets notamment qu'on peut déposer. Ça permet un peu de sauver nos idées et puis de sauver tout le travail fourni par les équipes dans ces sociétés. Mais pas que. On va avoir le travail fourni pour des clients, on va avoir le travail fourni pour des collaborateurs. Et toute cette propriété intellectuelle-là va être extrêmement recherchée de nos jours. En plus des données, tout simplement pour être revendue ou tout simplement consommée par les attaquants ou même les concurrents. Aujourd'hui, oui, la concurrence essaye aussi tout simplement d'aller chercher un maximum d'infos. Si elle est disponible facilement, ça va tout simplement être trop simple pour eux, quoi. Ouais, trop facilement parce que c'est pas suffisamment bien protégé. On entend souvent que au niveau des PME qui qui disent qu'ils n'ont rien à protéger. Et justement, ce que tu mentionnes, c'est justement tout le contraire, parce que si une PME existe, c'est parce qu'elle a quelque chose à protéger pour continuer à exister. Ouais, effectivement. Mais encore une fois, il y a vraiment cet aspect de se rendre compte de ce qu'on a et qui est difficile pour les PME. Parce que souvent on a la tête dans le guidon et puis on continue à avancer là sur tous les projets qu'on a et on se dit la cyber, on en entend toujours parler, que ça soit par les collègues ou les amis ou etc., mais on se dit ça va pas toucher moi, ça me touchera pas moi, ça arrive pas à moi, mais ça arrive à tout le monde. Aujourd'hui, on peut chiffrer même des coûts qui pourraient arriver sur ces sociétés. On peut avoir les rançons pour les rançons logicielles, donc ça va carrément bloquer toute la société et tant qu'on ne paye pas, on ne peut pas travailler. Si on ne peut pas travailler, on ne va pas pouvoir payer son loyer. C'est là où on a les premiers soucis, mais après il y a aussi d'autres coûts qui vont venir s'ajouter, que ce soit les coûts juridiques parce qu'on a fait appel à des avocats, que ce soit les sanctions financières justement par la justice. Puis après il y a des coûts à long terme qui vont s'y mettre parce que on a perdu notre propriété intellectuelle, parce que on va perdre des clients parce que ça a été rendu public et que nos clients ne font plus confiance.
Et du coup, on va devoir payer de la formation aussi pour nos employés, pour tout simplement pour remonter tout le niveau cybersécurité. Et puis, le coût de la mise en conformité qui va devoir se faire juste derrière et relever tout le niveau. Donc, ce coût-là, il va être extrêmement important. On a toujours le même adage pour tout le monde, je pense. Avant, c'est trop cher et après, c'est trop tard. On reparle toujours des PME, mais on parle de coûts qui peuvent être relativement faibles ou énormes. Un simple $1000 pour une PME, ça peut faire un gros trou dans le budget. Et puis après, forcément, on parle que d'une petite somme de $1000, mais on peut monter très vite à 50 000, 100 000 et encore, parce que il y a les coûts juridiques et justement tous ces autres coûts qui vont se rajouter. Les avocats, c'est toujours cher. Oui, c'est ça. Puis là, on parle dans un cas d'un incident qui est arrivé puisqu'il y a eu non-conformité. Au-delà, c'est pas de la non-conformité, c'est vraiment du fait qu'il y a eu un incident qui est arrivé. Et de cet incident-là, tous les autres éléments se mettent là. Il est effectivement trop tard. C'est très dispendieux. Puis je pense que les gens ne mesurent pas le coût ou les coûts qui sont associés avec le fait d'une cyberattaque. Puisque, comme tu l'as très bien mentionné, oui, il y a les avocats, il va y avoir les breach coach, il va y avoir une panoplie de gens qui vont venir se tourner autour pour, relever l'incident, ce qui est déjà toute une aventure. Et ensuite, le retour à la production, dans le fond, de retour en l'état normal, qui est également très dispendieux, sans compter tous les dommages permanents. Puis c'est un peu ce que les gens ne saisissent pas tout à fait, c'est que, disons, on parle d'une fuite d'information, quand l'information a fuité en numérique, elle prend une autre vie. C'est pas comme l'information papier où elle disparaît, puis on est capable de la faire revenir, puis de l'enlever des mains de quelqu'un d'autre. Là, elle prend une autre vie et peut se multiplier par elle-même et vivre et être source de revenus pour les malveillants pendant un certain temps. Je peux très très bien en parler, parce que j'ai subi une fuite de données avec ma banque, qui a perdu ma carte de crédit et qui en l'espace de 2 jours, j'ai eu plus de $1000 qui sont sortis. Donc encore, heureusement que j'ai fait attention et que je suis allé voir vérifier, mais ça peut aller très très vite. C'est pas forcément quelque chose que j'ai subi moi-même, c'est ma banque qui a subi ça. Mais aujourd'hui, on va tous connaître la façon la plus simple qui arrive, c'est le phishing de toute façon, qui commence à être très connu, mais malgré qu'il soit connu et que forcément certaines boîtes mail aujourd'hui ont carrément commencé à faire du tri dans ce fameux phishing et permettent d'éviter une première barrière. Aujourd'hui en face, ce sont des hommes comme nous et qui tout simplement sont montés aussi en capacité, tout comme les sites, et qui du coup aujourd'hui font du phishing de plus en plus persuasif. Donc on voit presque aucune différence de toute façon entre les mails qu'on va avoir et les mails de phishing. Donc forcément on a de plus en plus de difficultés aussi à séparer tout ça. Et du coup ça peut entraîner des choses graves qui vont jusqu'à l'usurpation d'identité. Ici au Québec, le NAS, la chose la plus importante. Donc on se dit, c'est pas grave si on m'a juste pris mon nom et mon prénom ou ma carte de crédit, là j'ai pu le bloquer. Si on a le NAS, on peut ouvrir des comptes bancaires, créer des crédits, créer de la dette pour la personne. Et en fait, aujourd'hui, les employeurs demandent le NAS à leurs employés. Ça peut être écrit sur un bout de papier, ça peut être envoyé par message, ça peut être envoyé tout simplement par mail. Donc c'est vrai que c'est des choses qui nous font un peu rire nous, mais c'est des choses qui arrivent aujourd'hui et qui sont réelles en fait, et qui sont stockées dans un dossier NAS et qui est écrit en gros, qui est pas protégé, que tout le monde a accès dans la société. Donc il y a beaucoup de choses à mettre en place aujourd'hui. La première loi ici au Québec, je pense la loi 25 justement met bien le doigt dessus et permet à tout le monde de un peu commencer à s'inquiéter, à regarder ce qu'on a et essayer de trouver des solutions pour. Oui, c'est un effet structurant qui est très grand. C'est sûr que quand on parle de NAS, puis c'est sûr que j'ai trouvé ça drôle. Cela étant dit, ce n'est pas drôle parce que ça veut aussi dire que les gens n'ont pas été correctement informés des risques qui sont associés, n'ont pas été correctement amenés à comprendre la portée de ce que ça a et tous les effets sur l'usurpation d'identité. Mon Dieu, j'ai de la misère.
sur ça. Donc, c'est ça. Puis en plus, là, c'est dans ce cas-ci, si on vole mon as, mais c'est un tiers parti qui l'a mal conservé, qui à la limite, maintenant, avec la loi, on pourrait considérer qu'il était négligent. Les dommages, c'est moi qui ai subi de façon directe parce que là, je me fais attaquer par ce genre de choses-là. Et bon, heureusement, maintenant, la loi 25 vient mettre des pénalités pour les entreprises, donc les inciter à être plus prudents et agir en conséquence. Ça, c'est une chose. Ça, c'est des attaques plus directes. Puis de toute façon, le phishing, pour rebondir aussi sur ce volet-là, même moi, comme expert en SI, c'est sûr que je vais me faire attraper parce que les phishing sont rendus tellement bons, sont tellement bien placés que c'est sûr qu'ils vont finir par on va se finir par se faire avoir. Donc, c'est sûr qu'il faut être plus conscient, plus vigilant et mettre des mesures compensatoires par rapport à ce genre de choses-là. Ça, c'est la face très visible. Mais aussi, il y a des attaques qui sont on va dire de longue durée ou de longue attente, qui sont moins évidentes, moins visibles, mais qui arrivent à être au moins également, si ce n'est pas plus dommageable pour les PME. Totalement. De toute façon, on va pouvoir même redécouper une attaque. Tout simplement, il y a toujours au début, on va aller faire une étape de reconnaissance auprès de la victime. Là, ça peut être justement des PME indirectement. Donc, on va vraiment regarder une société, on va tourner autour si c'est un bâtiment, regarder la sécurité, que ça soit physique ou tout simplement regarder un peu Internet, comment fonctionne chez eux. Là. Donc, c'est une phase d'observation qui peut être plus ou moins longue selon la difficulté ou la taille des entreprises. Et puis une fois qu'on a fini cette reconnaissance, qu'elle soit du côté réseau ou du côté bâtiment, on va commencer à faire des tentatives tout simplement. On va essayer de rentrer sur le réseau, on va essayer de passer par du phishing pour avoir un accès, pourquoi pas faire de l'attaque DDoS pour essayer de faire redémarrer les serveurs et voir comment ça réagit derrière. Donc on va vraiment être sur des attaques un peu anciennes, mais qu'aujourd'hui les protections elles sont pas forcément mises en place. Et vraiment, c'est ce qui se passe. On va tester toutes les techniques faciles de base. Et puis, une fois qu'on a fini un peu le facile, on va essayer de monter un tout petit peu. Et puis, souvent, ça suffit pour rentrer à l'intérieur. Une fois qu'on est à l'intérieur, c'est rare qu'on attaque directement. On prend toujours un peu son temps encore. On va venir continuer à regarder d'autres vulnérabilités qu'il pourrait y avoir. On va préparer sa sortie. Le plus important pour l'attaquant, c'est de sortir en ne se faisant pas prendre. Donc, il va commencer déjà à la préparer. Et puis, une fois que il a monté tout son plan et que ça a pris de la maturité à l'intérieur de la société, deux solutions s'offrent à lui. Donc, il peut juste essayer de faire des copier-coller et que sortir l'information un peu discrètement jusqu'à qu'il se fasse bloquer si des moyens sont mis en œuvre. Donc, jusque-là, il reste très discret. Ou alors, il passe par un rançongiciel, donc il bloque absolument tout. Et encore, sinon, il peut tout casser, tout supprimer, tout récupérer et disparaître au plus rapidement. Ça dépend des objectifs qu'il a. S'il veut juste récupérer les données sensibles, s'il veut récupérer de la propriété intellectuelle, ou bien directement l'argent auprès de la société. Donc voilà. Oui, on le voit énormément. De toute façon, ça évolue, puis ça dépend des groupes qu'on a. Puis un des aspects qui est intéressant dans cet élément-là de temps dans les attaques, c'est qu'on a constaté avec les années que les attaquants se sont séparés. D'ailleurs, il y a deux chercheurs de Montréal qui ont présenté sur ces éléments-là, où ils ont analysé des stratégies d'attaque par ça et ont constaté qu'il y avait souvent des équipes différentes pour chacune des étapes des attaques. Donc, tout ce que tu parlais de la reconnaissance est fait par une équipe X. Ensuite, il y a une pause parce que cette information-là est collectée, probablement revendue d'ailleurs, parce que c'est des marchés qui sont lucratifs. Si les sont revendus, celui qui vient attaquer réellement. Là, tout dépendant de quel groupe a racheté la liste des adresses courriels, des adresses IP ou peu importe le système qui est visé en arrière. Ensuite, les autres vont venir embarquer justement, comme tu mentionnes, avec différents types d'attaques. Et justement, pour aller jusqu'à extraire. Dans l'absolu, c'est extraire de l'argent, mais il y a plusieurs stratégies, justement, soit par l'extraction de données, soit par le rançongiciel, le chiffrement et ainsi de suite, qui viennent mettre des éléments un peu troublants et un peu dommageables pour les entreprises.
comme on le redit, c'est des PME, souvent pas tournées SI ou même pas du tout cyber. Et ces PME, elles sont souvent en train de travailler avec d'autres sociétés, qui peuvent être d'autres PME, qui peuvent être plus grandes, hein, des grandes sociétés, que ce soit dans bancaire ou électricité, énergie, etc., etc. Et en fait, les hackers, justement, ces fameuses données qu'ils achètent au départ sur cette reconnaissance, on va aussi avoir avec qui ils travaillent. Et c'est peut être un point d'entrée, hein, donc on appelle ça de l'effet de rebond. C'est-à-dire qu'on va rentrer d'abord chez le plus petit et qui travaille avec le plus gros pour pouvoir avoir, une fois qu'on a infecté le système du plus petit, on va essayer de pouvoir rentrer dans le système du plus gros. Et en fait, cet effet de rebond, c'est un des plus dangereux pour les grosses sociétés de nos jours. Parce que tout simplement, des fois, c'est pas le matériel de la grosse société, forcément le matériel extérieur, et on peut pas tout contrôler, tout simplement. Et on arrive sur cet effet qui va faire comme aussi un effet papillon. En fait, on est venu récupérer une toute petite société, on se retrouve avec une dizaine d'autres sociétés, ou une très grosse. Et puis, on repart toujours avec la même chose, une grosse somme d'argent, une grosse somme d'informations, et qui, derrière, pourrait être revendu ou échangé, etc., etc. Tout ça en le savant ou sans le savoir aussi. On n'a pas forcément l'info. Tout à fait. Puis ce qui a fait énormément les médias, c'est le cas SolarWinds, justement, qui est passé par différents éléments qui ont permis d'aller dans d'autres systèmes, qui est justement un peu l'effet de rebond que tu mentionnes, on attaque un petit plus fragile pour atteindre un plus gros qui, d'apparence, est plus robuste, mais aussi des vecteurs comme ça. Depuis cet élément-là, il y a eu un virage énorme au niveau des attaquants parce qu'on constate qu'ils l'utilisent d'autant plus. Donc, ils vont s'attaquer encore plus à des PME qui potentiellement vont travailler avec des plus grosses entreprises. Donc, si vous avez des gros clients, et ces 10 gros clients-là, ces grandes entreprises-là sont de plus en plus nerveuses face à ce genre de choses-là. Donc, on va commencer à entreprendre des mesures soit de vérification pour les PME, justement de s'assurer qu'ils atteignent un niveau minimal, ou si la PME fait une erreur, c'est la résiliation systématique des contrats qui sont en ce moment-là, ce qui peut devenir très critique pour certaines PME qui sont très dépendantes de leurs gros clients pour justement leur permettre de vivre par rapport à ça. Complétons avec des pistes de solutions parce qu'on ne va pas juste faire dans du négatif ou des effets de faire peur aux gens. Aussi, il y a quelques éléments pratiques qui peuvent être mis en place facilement par les PME qui viennent soit les prémunir contre ces problèmes-là ou de revenir rapidement d'un incident qui aurait pu avoir lieu et justement se sortir relativement indemne de la situation. Pour tout ce qui va être bonne pratique, on peut aller au plus simple déjà pour commencer. On va aller sensibiliser un peu avec les personnes avec qui on travaille. On va aussi pouvoir les former. Ça va permettre tout simplement de faire prendre conscience à nos employés, à nos collègues et aux partenaires avec qui on travaille aussi. Toujours en parler, c'est important. On va pouvoir augmenter la sécurité de nos mots de passe, tout simplement aussi. On va arrêter le 1, 2, 3, 4 et le post-it sous le clavier. Effectivement, oui, c'est embêtant d'avoir beaucoup plus de mots de passe à retenir, mais un gestionnaire de mots de passe, souvent, ça coûte pas très cher et ça permet d'éviter beaucoup de soucis pour commencer. On va pouvoir augmenter aussi la sécurité du réseau. Que ça soit un firewall pour pouvoir protéger, puis qu'on puisse regarder aussi après le changement de mot de passe rien que de la box. Encore une fois, beaucoup de sociétés ne font pas l'effort d'installer d'autres sécurités. Et en fait, pourtant, c'est une des premières à arriver. On va pouvoir mettre en place des politiques en interne qui vont permettre aussi tout simplement de se remettre sur de la sécurité. Aujourd'hui, pour une PME, la MFA aussi, la connexion en multifacteur, on est déjà pas mal, ça en fait quelques-unes. Ça en a fait plusieurs, effectivement. Puis, de ceux-ci, on peut se faire accompagner par des firmes, justement, pour se faire guider dans les meilleures pratiques qui s'appliquent à nous ou qu'on peut justement utiliser les bons moyens pour ne pas dépenser inutilement. Là, c'est sûr que ces moyens-là, hors contexte, sont peut-être pas toujours adaptés, dont le MFA devrait être obligatoire partout, mais ça, c'est un autre défi. Comme pour l'usage de la voûte de mot de passe aussi, devrait être un must pour la plupart des gens, qui sont des moyens peu dispendieux et très faciles de déploiement.
pour des moyens plus complexes, comme tu mentionnais, comme le coupe-feu, par exemple, ben là, de faire affaire peut-être avec une firme externe qui vient appuyer, puis vaut mieux payer un petit peu plus cher puis d'avoir du bon conseil que de s'improviser puis de finalement avoir une mesure qui n'arrive pas à l'efficacité attendue. Là. Oui, totalement. Encore une fois, on a beaucoup de chance aussi au Québec, beaucoup de subventions pour pouvoir justement s'améliorer dans la cybersécurité. Aujourd'hui, le gouvernement a mis en place plusieurs, côté loi 25, la Grade du Québec avec INSECAM. Je crois qu'il y a Prompt aussi qui va permettre pour tout ce qui est des certifications. Donc en fait, et plein d'autres. Parce que je vais pas tous les citer, je les connais même pas toutes, parce que vraiment le Québec insiste pour pouvoir monter en puissance sur la cybersécurité. On a au Québec, au Canada en général, une augmentation fulgurante de tout ce qui est système d'information. Et il faut absolument sécuriser la totalité pour tout simplement éviter tous les problèmes qu'on a pu citer plus tôt. Effectivement, c'est très, très intéressant, ces informations-là, et très pertinentes justement pour aider les entreprises et PME à s'outiller et justement à avoir des moyens financiers pour les aider à le faire. On a pas mal couvert l'ensemble des sujets. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas couvert que tu aimerais parler en conclusion? Tu parlais de société pour aider, effectivement. Aujourd'hui, ne pas oublier aussi les réseaux sociaux. Il y a beaucoup d'informations qui vont arriver dessus. Il faut faire un tri, effectivement, mais aujourd'hui, beaucoup de formations, même gratuites ou d'informations de la part de la CAI, par exemple, la commission au Québec, qui va tout simplement donner énormément d'informations sur quoi faire, comment le faire, et puis tout simplement essayer de monter ce niveau de sécurité en interne. Et puis moi, la seule chose que je rajouterais là, c'est que maintenant, il faut y aller. faut plonger, il faut le faire. Merci beaucoup, très intéressant. J'espère que ça a été aussi très pertinent pour les PME qui nous écoutent justement d'aller chercher ces informations-là pour les aider à se guider. Et je crois qu'on va se reparler dans d'autres épisodes puisque c'est un sujet qui est quand même très vaste. On en fait des petites bouchées, puis probablement qu'on va trouver d'autres petites bouchées à discuter ensemble. Avec grand plaisir. Merci encore à toi et merci à tout le monde. Merci.